On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Cette semaine, à l'émission, Jean Champagne témoigne de son combat d'entrepreneur chrétien. Antoine Pajot-Saint-Hilaire veut sauver l'amitié et Louis-André Richard cherche des repères pour baliser notre vie commune. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Simon Lessard en compagnie de ma co-animatrice Ariane Blais-Lacombe. Bonjour Ariane. Allô Simon. Alors, tu es entourée d'hommes aujourd'hui pour l'émission? Oui, je me sens très blessée. Ah non, c'est pas vrai, j'espère. De toute façon, on ne demandera pas le genre. J'ai présumé du genre des invités, mais il ne faut pas faire ça. Non, OK, je suis désolée. Alors, je vais vous appeler par votre nom et non par votre genre. Antoine Pajot-Saint-Hilaire, bonjour. Bonjour Simon. Alors, de quoi tu viens nous parler aujourd'hui à l'émission? Des amis et de la difficulté qu'a notre époque et les générations les plus jeunes à cultiver l'amitié. Oh, t'as pas d'amis? Non, c'est ça. Je viens me confesser de ne pas avoir d'amis, d'avoir de la difficulté avec ma vie sociale aujourd'hui. Non, mais c'est étonnant parce qu'il paraît que les jeunes se font de moins en moins d'amis aujourd'hui, c'est ça? Oui, non, c'est ça. C'est un diagnostic assez criant qui devient de plus en plus apparent dans la société. Puis j'essaie de décortiquer un peu la chose puis de proposer des solutions aussi là, aux problèmes. Ce sera en tout milieu d'émission. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Monsieur Jean Champagne, bonjour. Bonjour, Simon. Alors, Ariane. je vous vois avec un livre. Vous venez de nous parler de ce livre que vous avez publié très récemment. Oui, ça, depuis le 4 avril, disponible partout au Québec. Ça s'appelle Crash. Crash, le combat d'un entrepreneur. Un titre punché. Ça punch, le livre punch. Les gens qui le lisent s'emballent. Écoute, je vais te parler de mon expérience comme personne à travers la vie d'une entreprise, puis comme chrétien, comme tu as nommé. Très hâte d'entendre ça. Avec plaisir. Oui, merci d'être là. Et Louis-André Richard, bonjour. Bonjour. C'est la première fois aussi que tu viens à l'émission. Oui, tout à fait. Oui, mais tu es déjà un collaborateur du Verbe puisque tu as lancé il y a quelque temps un nouveau balado, Repères, et c'est de ça que tu viens nous parler aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vieil homme, mais jeune collaborateur. Ce balado qui s'appelle Repères, c'est une occasion pour moi de amorcer des conversations avec des intellectuels d'ici et d'ailleurs. Au plus grand profit, j'espère, des auditeurs. Oui, j'ai déjà écouté le premier épisode et j'ai été séduit. Donc, on parlera de ça avec toi en toute fin d'émission. On te garde pour le dessert. Excellent. Ariane, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Aujourd'hui, 1er mai... Ou cette semaine, disons. Non, c'est vraiment aujourd'hui, Okay. le 1er mai. C'est la fête de... Ben, Saint-Joseph Travailleur. Saint-Joseph Travailleur. J'ai passé le test. C'était ça la question? Ah, mais non, okay. non. J'en ai une touchée. C'est la Saint-Joseph Travailleur. Puis ce qui est intéressant, c'est que Saint-Joseph est un des seuls saints à avoir 2 fêtes dans l'année. À part Jésus et Marie. Oui, c'est ça, Jésus et Marie. Il me semble Jean-Baptiste aussi, parce qu'on a la nativité. Oui, c'est vrai. Puis quand on est dans des ordres religieux, Saint-Dominique, Saint-François ont plus qu'une fête. Ouais. Mais en tout cas... Joseph est assez particulier pour ça. Puis donc, je vous amène un peu en 1955, quand le pape Pie XII a instauré la fête de Saint-Joseph Travailleur. Parce que le 1er mai était déjà, on le sait, la fête reconnue là, comme la fête des travailleurs. C'était fêté par les mouvements là, communistes et socialistes en commémoration de la répression des manifestations de Chicago en 1886. Puis donc, dans ces mouvements-là, il y avait quand même beaucoup de branches assez anti-chrétiennes, anti-catholiques. Mm-hmm. Mais on a aussi, dans l'histoire, des mouvements d'action catholique ouvrière assez forts. Et donc, c'est l'association ACLI italienne qui avait fait des pressions sur le pape Pie XII pour transformer là, le 1er mai, lui donner une petite sauce chrétienne. Mais à la base, ce n'était pas Saint-Joseph qui devait être célébré. Qui devait être célébré le 1er mai? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est vraiment une colle. Mais en lien avec le travail ou pas nécessairement? En lien avec le travail. Ah, ça, quelqu'un d'autre. Je vais tenter Saint-Benoît. Ah, peut-être Horace Laborat. Ben voilà. Ah, j'ai pas de meilleure guess que ça. Ça aurait peut-être passé, ça. Tentative, M. Champagne? Aucune idée, mais Saint-Benoît, j'aime ça parce que je suis près de Saint-Benoît. Ben, ça aurait été bien, mais non, c'était la fête de Jésus divin ouvrier.
qui était un peu... qui avait une certaine popularité là, dans la première moitié du 20e Au moins pendant 30 siècle. ans de sa vie, c'est ça qu'il a fait. Ben, exactement. Mais le pape a jugé qu'on ne pouvait pas vraiment associer Jésus à une classe sociale en particulier, puis que célébrer de cette manière-là la partie ouvrière de la vie de Jésus pourrait d'une certaine manière, éclipser là, sa vie publique. Donc, le pape s'est pointé devant la foule et a annoncé la Saint-Joseph travailleur et non pas la fête de Jésus divin ouvrier. Ben merci. On aura quand même une pensée pour Jésus en cette fête de Saint-Joseph travailleur. Aussi, on peut. Saint Benoît aussi, quand même. Ben oui, on salue les moines. Il y en a qui... Je pense qu'il y en a qui nous écoutent dans leur cloître. Merci, Ariane. On y va tout de suite pour cette émission. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Le monde des affaires est plein d'aventures et d'histoires à succès, mais aussi de tentations et d'échecs. L'entrepreneur beauceron Jean Champagne en sait quelque chose, lui qui a connu les hauts et les bas de cet univers méconnu du grand public. Il vient de publier son roman autobiographique Crash chez Québec Amérique, où il témoigne de son combat comme entrepreneur chrétien dans le monde des affaires. Bonjour Jean Champagne. Bonjour Simon. Alors, votre livre Crash, coécrit entre autres avec Jennifer Blanchette, est une sorte de thriller financier, je pense qu'on peut dire ça, qui nous raconte votre lutte pour survivre dans un univers financier très hostile. Pourquoi est-ce que vous teniez à écrire cette histoire? Le début, moi je suis un entrepreneur, Oui. je ne suis pas un auteur, hein, ça fait que... Mais j'ai eu la chance de donner beaucoup de conférences au monde économique, puis surtout au monde financier. Même aux mêmes personnes qui, à une époque, ont dit que je n'étais pas en mesure de gérer mon entreprise, qui, suite aux conférences, m'ont dit « Il faut absolument que tu écrives ça ». Fait que ça l'a mûri en dedans de moi. Puis, avant de jeter toutes les archives, je les ai classées avec mon adjoint. Ça a créé le contenu du livre. Puis, un matin, j'ai commencé à écrire un livre qui se veut une partie de ma vie d'affaires, c'est-à-dire la partie où on peut dire que je suis passé d'un héros à un zéro pour remonter un petit peu. Ça ressemble un peu à une histoire comme Jésus, hein? Dans le sens qu'il y a des moments d'exaltation et des moments d'abaissement, des moments d'échec, des moments de... beaucoup de rebondissements. Beaucoup de rebondissements dans l'histoire. C'est pour ça qu'on a appelé ça un thriller. Au début, je ne pensais pas que mon livre serait un thriller, parce que de fait, mon livre, c'est un récit qui se lit comme un roman, qu'on a qualifié à la toute fin du processus de thriller. Donc, c'est une histoire vraie. Les personnages, les dates, les dollars, les événements et les émotions. C'est tous les événements et du moment présent. Fait que c'est une histoire qui est vraie du début à la fin. Il n'y a rien qui n'est pas vrai. Puis que ça devienne un thriller, quand tu comptes un récit, ça donne déjà le contexte particulier du livre. Moi, j'ai commencé à lire le livre, puis c'est vrai que chaque chapitre, c'est comme des séries télévisées. On dirait que la dernière phrase fait que « Oh non, il faut que je commence à lire le chapitre suivant ». Vous avez eu une entreprise florissante en Beauce avec un grand succès pendant environ une dizaine d'années, jusqu'au jour où vous avez frappé un mur. Dans le monde des affaires, j'imagine que les mots « échec »,« faillite », c'est vraiment des tabous. Qu'est-ce qui s'est passé en gros? Puis là, on ne pourra pas raconter tout votre livre et votre vie, mais comment vous avez réagi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a été une entreprise florissante. On est devenu au Canada le leader en 10 ans. On a parti à zéro, ce qui est quand même exceptionnel dans un marché. Le nom de votre entreprise, c'était? À l'époque, Porte Patio Résivaire. Et puis, il y a eu des événements externes qui ont été durs. Nos deux plus gros clients ont fait faillite. Notre plus gros client américain, le plus gros client canadien. Le dollar canadien et le dollar américain a complètement viré de côté. Ça fait qu'en 3 mois, on a perdu 40 % de notre chiffre d'affaires. Puis d'une entreprise qui avait toujours fait du profit, on s'est mis à faire des pertes. Puis ces pertes-là se sont tellement aggravées qu'en 3 ans, on a perdu plus que tout l'argent qu'on avait fait en 10 ans. Fait que comment survivre à ça? Puis c'est l'ingéniosité du livre de démontrer comment on n'a pas fait faillite, puis on a réussi à sauver l'entreprise avec une belle équipe, une grande équipe.
Votre livre nous fait entrer dans l'univers des affaires. Moi, je connais rien là-dedans. Je me disais, je suis pas sûr que je veux lire un livre là-dessus. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'au contraire, ça peut être une bonne approche plutôt qu'un livre didactique à travers une histoire. Je trouve que vous nous enseignez beaucoup de choses. Ça peut même donner peut-être le goût à des jeunes de devenir entrepreneurs. Mais je me demandais, là, quand on est dans le monde des affaires, le monde des affaires, souvent, on a un préjugé que c'est des gens qui veulent juste faire le plus de profit et d'argent possible. Vous êtes un homme de foi, vous ne vous cachez pas. Comment on fait pour être dans cet univers-là tout en étant chrétien en même temps? Bien, c'est une belle question, puis ça fait partie de mon témoignage du quotidien depuis toujours. J'ose dire que ma vie à moi, moi, je suis un amoureux du Christ. Si vous me demandez qui suis-je, c'est la première chose que je vous dirais. Puis, j'ai été enseigné par mes parents puis par la vie que la notion, on dit souvent, les bottines doivent suivre les bobines. Les bottines doivent suivre les bobines. Mm-hmm. Fait que moi, dans le fond, ma vie, c'est de convertir en action concrète ma foi. Fait que quand tu es comme ça, comme personne, puis tu es dans une entreprise qui a des difficultés financières, il faut quand même que tu fasses des mises à pied. C'est pas facile, parce que c'est des familles qui écopent, là. Pas facile. En Beauce, on se connaît. Les gens se connaissent un peu plus que dans une grande métropole. C'est ça. Puis ils sont beaucoup. Puis moi, j'ai une proximité de haut niveau avec tous mes employés à cette époque-là, puis encore aujourd'hui, les gens que je côtoie. Fait que c'est très difficile. J'ai eu besoin d'aide, j'ai toujours eu des bonnes personnes qui m'ont conseillé. Mais j'ai été capable de garder mes valeurs à travers la crise. Et la raison du succès de cette relance-là, de ce sauvetage-là, ce sont mes valeurs. Puis mes valeurs, ben, c'est les valeurs chrétiennes. Oui, Ariane? Puis, donc, pour vous, une entreprise de portes et fenêtres, c'est un terreau fertile pour l'évangélisation? Parce qu'il me semble, des fois, quand on est jeune en début de carrière ou quand on pense à une carrière qui va aller dans le sens de notre foi, on se dit, il y aurait agent de pastoral ou on sent qu'il faut œuvrer soit directement dans l'Église ou que ça soit directement lié à l'Église. Mais donc, vous voyez dans votre travail puis dans le quotidien des occasions là, d'évangéliser? Bien, c'est sûr que oui. Ça me fait sourire un peu. J'avais l'habitude d'aller serrer la main à tous mes employés presque à tous les jours, presque toute ma carrière. Puis j'en avais des centaines, puis je faisais des tournées, puis je faisais le tour. Mais quand quelqu'un me disait « ça va comme ci, comme ça », ben ma phrase, moi, je lui disais toujours « je vais prier pour toi ». J'ai jamais eu personne qui me l'a reproché de lui dire. Mais ce que ça l'a fait, souvent, les gens me disaient « mais vas-tu prier pour moi ?» Je leur voyais 2, 3 semaines après, comment ça va? Pries-tu pour moi? Ben, je dis oui. Je sortais mon téléphone cellulaire, puis j'avais son nom dedans. Fait que dans le fond, la vie, on peut toujours témoigner, mais dans l'action. Quand quelqu'un a besoin, ben, tu l'écoutes. Puis moi, ça a été ça, ma carrière comme employeur. Puis c'est ça aussi qui a fait qu'on a sauvé l'entreprise, c'est l'intégrité. Tu sais, c'est spécial, vous m'invitez à Saint-Joseph-Travailleur. Moi, je ne savais pas ça. on est droit dedans, là. Ben oui. Parce que Saint-Joseph, pour moi, on l'invoque quand on est dans des projets d'entreprise. Mais on parle d'intégrité, on parle de travail bien fait. Hein, c'est ça. Fait que ma vie, moi, je pense que j'ai été inspiré par Saint-Joseph-Travailleur. Vous affirmez dans votre livre avoir découvert le côté obscur du monde des affaires, ou en tout cas son côté sombre. C'est quoi ce côté sombre? Je ne sais pas si je dis ça comme ça, je vais t'avouer. Je l'ai compris comme ça, moi. Tu l'as compris comme ça, ben c'est ça. J'imagine qu'il n'y a pas juste non, la lumière. un nu en diagonale, c'est ça qu'on se rend compte. Non, c'est ça. Mais je vais peut-être pas répondre totalement à la question. Ouais. C'est qu'à un moment donné, c'est la faute des autres quand ça va mal dans ton entreprise. Moi, c'était la faute de mes clients qui avaient fait faillite, c'était la faute du dollar américain. Jusqu'à un matin, j'ai compris que le principal problème, c'était moi. Fait que le côté obscur, c'est souvent la banque qui te met de la pression, etc. Mais à la fin de tout le livre, on comprend qu'on a réussi à convertir tous ces côtés obscurs ou ces côtés difficiles-là ou ces murs rencontrés en opportunités. Parce que dans le livre, on parle de 2 jeux que tout le monde connaît, le jeu du chat et de la souris et le jeu de serpent-échelle. Fait qu'il y a des serpents, hein, c'est peut-être le côté obscur. On arrive pour gagner une victoire, puis on tombe sur un serpent, on descend. Puis le jeu du chat et de la souris, ben c'est vraiment vous avez compris que le chat, c'était la banque, puis la souris, c'était nous. Puis à la fin de l'histoire, ce qui est beau, c'est que la souris gagne, mais sans que la banque perde.
Je me demandais aussi, quand votre compagnie faisait des fois des millions en chiffre d'affaires à certains moments, comment on fait pour ne pas tomber dans l'adoration de l'argent, l'adoration du dieu argent? J'imagine que c'est une tentation. C'est sûrement une tentation. Moi, j'ai un autre côté entrepreneur qui est communautaire. Avec mon épouse, je fais du communautaire. Présentement, je gère 3 grands projets communautaires. Je suis à la retraite. Mais moi, je vous parle de ça pour répondre à votre question. Dans tous les projets communautaires que je fais, que ce soit dans la foi, ça prend toujours de l'argent. Vous comprendrez, hein? Vous vivez ça, au Verbe. Oui, exactement. On vit des dons. Vous avez été stratégique. Ouais. Moi, dans ma carrière de projet communautaire, les entrepreneurs que j'ai côtoyés ne pensaient pas à leur fortune personnelle. Donc, c'est un préjugé qu'on a. Moi, je pense que c'est un préjugé. Il y a des gens qui sont malhonnêtes, ça, il y en a, mais un entrepreneur, ça travaille beaucoup pour le bien commun. Puis dans le livre, j'en fais l'éloge, parce que ce livre-là, Crash, je vais le montrer à la télé, c'est vraiment c'est rendre hommage aux entrepreneurs, hommes et femmes, qui osent, puis qu'en plus, ils partagent leurs talents. On revient tout le temps des termes d'évangélisation pour le bien commun. Fait que c'est ça l'imitation du Christ. Puis mon entreprise, puis les gens avec qui je travaillais, on a mis tout ensemble des talents pour réussir un chef-d'œuvre, comme je disais à mon monde, lequel a permis à des gens de bénéficier des fruits de notre travail. Il y a un autre personnage très important, je trouve, dans votre livre, c'est votre épouse. J'imagine que quand on est sur le bord de la faillite, quand tout s'effondre, ça vient affecter, oui, nos employés, notre entreprise, mais ça peut venir affecter notre relation de couple. Comment est-ce que votre épouse a réagi? Comment est-ce que votre couple a survécu à ça? Bien, on a toujours eu une grande complicité. Louise m'a supporté. Sans elle, la conclusion n'aurait pas été la même. Je n'aurais pas réussi. C'est sûr que mon helper numéro 1, c'est mon épouse, parce qu'on avait 4 enfants à la maison. L'équilibre de la maison, qui était mon seul havre de paix durant cette période-là. Elle l'a bien entretenu, elle m'a bien accueilli, elle m'a écouté, mais elle a prié beaucoup pour moi. Mais tout le monde priait pour moi. Parce qu'on demandait aux communautés religieuses de prier pour l'entreprise et pour moi. Fait qu'on était de neuvaine en neuvaine. Fait que Louise, elle a été le roc de la famille, qui était mon équilibre. Puis en plus, c'est elle qui s'est assurée que la partie spirituelle collective me supporte. Fait que c'est... Est-ce qu'on s'est chicané plus dans ces périodes-là? Je pense que non. Pas peut-être même moi. On avait une combat commun. C'était un combat commun pour une cause commune, qui était l'équilibre de la famille. Quand vous avez écrit votre livre, là, j'imagine que vous avez comme relu votre vie. Avez-vous fait des prises de conscience ou tiré des leçons de tout ce que vous avez parcouru? Oui, beaucoup. J'ai même réalisé quelque chose que je ne savais pas. C'est probablement humain, là. J'ai 2 profs de philosophie, même 3 autour de moi. Mais il y a eu des époques et des personnages que j'avais complètement enlevés de ma mémoire. Parce que la méthodologie de travail que j'avais, c'est que je repartais de procès-verbaux, d'états financiers, de résumés, d'agenda. Puis j'arrivais à des périodes où j'avais oublié. Fait qu'il y en a qui sont partis, ils sont vraiment partis. La fin du livre est bien intéressante parce que j'ai eu beaucoup de commentaires de lecteurs. Puis à la fin, il y a la dernière section, c'est « Leçons apprises ». C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait. Puis je voudrais ajouter que mon livre, souvent les gens, est-ce que c'est un livre de trucs? Il y a beaucoup de trucs parce qu'il y a des outils que j'ai créés parce que je suis une personne très créative, puis j'ai su me faire aider parce que c'est l'élément numéro 1. Il faut savoir se faire aider. Au début, je n'avais pas compris. J'ai compris avec le temps. Mais les leçons apprises sont vraiment intéressantes. Puis, c'est un livre où on voit plus les mauvais coups que les bons coups, hein? Vous avez compris. Hein? Vous êtes comme les apôtres, vous racontez tous vos mauvais coups. En tout cas, je ne sais pas si les apôtres ils racontent tout, mais moi, dans ce livre-là, dans cette période-là, je les ai tout racontés. Ah oui. Merci beaucoup, Jean Champagne. On peut se procurer votre livre Crash aux éditions Québec-Amérique dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à l'émission aujourd'hui. Je suis content d'être avec vous, puis félicitations à votre émission, puis on est très heureux de vous écouter. Merci beaucoup. Vous écoutez toujours On n'est pas du monde avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe.
Nul ne voudrait vivre sans amis, même comblé de tous les autres biens. 2500 ans après que le philosophe Aristote ait rappelé comment l'amitié est centrale au bonheur de l'homme, il semble que les jeunes adultes en Occident aient de plus en plus de difficultés à entretenir de bonnes amitiés. Pourquoi l'amitié véritable est-elle une espèce menacée et comment la sauver? Antoine Pajot-Saint-Hilaire, doctorant en philosophie, vient en discuter amicalement avec nous aujourd'hui. Salut Antoine. Salut. Alors l'amitié, toi, est-ce que c'est important dans ta vie? Très important. Puis je pense que comme tu as eu raison de citer Aristote, c'est important pour toute vie humaine, effectivement. Toute vie humaine bien vécue, toute vie humaine heureuse doit porter attention à ses amis, puis doit cultiver l'amitié. L'amitié, pour Aristote, c'est une vertu. Hein. Donc une excellence proprement humaine. Puis de réaliser ça, de réaliser que l'amitié, c'est pas juste un plaisir comme un autre, c'est vraiment une excellence propre à ce que nous sommes comme êtres humains. Mais ça devrait nous inciter à y réfléchir davantage pour qu'on puisse cultiver des bonnes amitiés. Ariane? Mais il me semble que c'est pas quelque chose dont on tient compte tant que ça. Mettons, quand on prend des grandes décisions pour nos vies, qui est-ce que je vais marier, ça va être quoi mon travail, dans quoi je vais étudier, tout ça. La question d'avoir des amis ou peut-être de choisir un endroit où habiter ou qui va être favorable à la création d'amitié, il me semble que c'est quelque chose qu'on écarte. Est-ce que c'est qu'on le prend pour acquis ou est-ce que c'est qu'on n'y accorde pas assez d'importance? Mais je pense que c'est qu'on prend ça pour acquis, effectivement, comme tu dis. On pense que les amitiés, ça va suivre toujours. Au fond, on sait que, je dirais comme ça, on sait que l'amitié, c'est important. Et donc, on n'y pense pas. C'est comme si on a réglé la question de l'amitié un peu implicitement. Donc, on ne veut pas y réfléchir puis accorder l'importance que ça devrait avoir. Donc, c'est pour ça, je pense que ça ne vient pas, disons, thématiquement puis explicitement dans nos réflexions, du moins. C'est ce que je pense que les nouvelles générations sont en train d'expérimenter. Oui, bien justement, là, est-ce que c'est vrai que les nouvelles générations auraient moins d'amis? Parce qu'on pourrait penser qu'avec les réseaux sociaux, on pourrait penser au contraire que les amitiés se sont multipliées. Oui, on pourrait penser ça, puis je voudrais qu'on en dise un mot tout à l'heure des réseaux sociaux, mais c'est frappant quand on compare la génération des boomers, des X et des milléniaux, que les milléniaux se sentent beaucoup plus seuls. À peu près 2 fois plus de milléniaux disent se sentir seuls, souvent ou tout le temps. Les Y, est-ce qu'on a des chiffres pour les Y? Aristote n'a pas documenté statistiquement, je pense, dans son éthique à Nicomaque. Mais la vie, disons, la vie civique grecque est une vie beaucoup moins solitaire. Non, je voulais dire la génération Y, pas les Grecs. La génération Y. Moi, j'avais jamais vu les Grecs. Je sais pas, les Grecs, les Y, ce qu'il y en est. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un gain de sentiment de solitude. Et pourquoi? Avec les milléniaux. Ma spéculation, c'est que les milléniaux savent moins comment se faire des amis et savent moins comment cultiver ces amitiés-là parce que la société dans laquelle ils vivent travaille contre les dispositions qu'il faut acquérir et développer pour pouvoir cultiver ces bonnes amitiés-là. Ça, c'est ma spéculation d'aujourd'hui. Ta thèse, oui, mais j'aurais besoin que tu me l'illustres un peu. Quelles sont ces dispositions que notre culture attaque et qui, normalement, favorisent l'amitié? La première chose, pour avoir des amis, c'est pas sorcier. Il faut faut être porté vers autrui. Il faut vouloir aller vers l'autre. Et ça, c'est déjà pas gagné et c'est, je pense, menacé par certaines caractéristiques de notre époque. La deuxième chose, c'est que pour être un ami, ou du moins pour être un bon ami, il faut vouloir le bien d'autrui. C'est pas seulement d'aller vers l'autre. On peut aller vers l'autre sans vouloir son bien. C'est de vouloir le bien d'autrui. Et je dirais la troisième étape, vraiment pas pour seulement avoir un ami, mais pour avoir un bon ami et être un bon ami, il faut vouloir le bien de l'autre pour le bien de l'autre et non pas pour faire de l'argent, par exemple. Par exemple. Exactement. Et donc, et ça, c'est des dispositions envers autrui qu'il faut cultiver puis développer pour pouvoir être un bon ami. Je pense qu'il y a aussi des dispositions envers soi-même qu'il faut cultiver puis développer pour être un bon ami. Notamment, je dirais comme ça, simplement, ne pas trop s'aimer soi-même, pas être trop plein de soi. De la même façon qu'on dit, par exemple, si on parle, par exemple, entre chrétiens, du jeûne, on va dire, il ne faut pas être trop plein de soi. Si on veut être plein de Dieu, il faut se vider de soi un peu. Bien, un peu la même chose va avec les relations avec autrui. Si on est trop plein de soi-même, sinon on est trop plein de moi, du je, bien, on a de la misère à ce que l'autre ait une place. Il faut s'intéresser à l'autre. C'est ça, il faut s'intéresser à l'autre. Il faut être capable de se décentrer de notre moi, de notre ego. Il faut aussi ne pas penser, et ça c'est une grave erreur, je pense que c'est une erreur intellectuelle qui est cultivée par notre époque, il ne faut pas penser qu'on est des êtres autosuffisants.
Il ne faut pas penser qu'on se suffit à nous-mêmes puis qu'on n'a pas besoin des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on entend dans une espèce de vertu populaire, là. Moi, je n'ai pas besoin de personne. Ce genre de déclaration-là qu'on entend assez souvent. On veut être indépendant. On ne veut pas avoir besoin des autres. On ne veut pas avoir besoin de sa femme. On ne veut pas avoir besoin de son mari. On ne veut pas avoir besoin de ses enfants. On ne veut pas avoir besoin de ses grands-parents. On ne veut pas avoir besoin de la génération précédente. Il y a une tentation dans notre monde à se dire autosuffisant puis à vouloir vivre indépendamment des autres. Si c'est notre disposition par rapport aux autres, bien, bonne chance pour se faire des amis, parce que pour avoir des amis, mais faut d'abord sentir le besoin des amis. Pourtant, là, je l'ai dit tout à l'heure, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, surtout Facebook, tout le monde se dit ami. Mais on sent bien là, que c'est peut-être pas ça la véritable amitié. En tout cas, moi, j'ai plein d'amis Facebook que j'ai jamais rencontrés une fois dans ma vie. Exact. Ce serait quoi une bonne ou une saine, une vraie amitié? La question à 100$, comme on dit. Mais une bonne, une vraie amitié, Aristote fait des distinctions en différents types d'amitié. Ouais. Il dit, bon, il y a cette amitié un peu diffuse dans la communauté civique, sociale, politique. Ça, c'est l'amitié civique. Il y a l'amitié utilitaire, des saines relations avec les gens avec qui on a des transactions dans nos vies, etc. Des collègues de travail, par exemple. Des collègues de travail, par exemple. Et j'ai dit transactions, disons, le commerce au sens un peu plus ancien. Et il y a finalement des amitiés pour le plaisir et la vraie amitié. Le sport, par exemple. Le dans sport, le sens que les gens avec qui je joue au volleyball, au tennis, c'est peut-être pas ceux à qui je confie ma vie, mais on se retrouve ensemble, on joue ensemble. Oui, une partie de billard, un barbecue de quartier, bon. Mais il y a des amitiés pour la vertu. Et ces amitiés-là, c'est des amitiés au sein duquel on veille vraiment au bien d'autrui, puis autrui veille à notre bien, puis on s'encourage à développer une bonne vie. Là, je suis un peu mêlée. Tu as dit plutôt que l'amitié était une vertu, puis là, tu parles de l'amitié en vue de la vertu. Là. Oui. Peux-tu démêler ça? Ben, c'est qu'il y a différentes vertus. Alors, la vertu, par exemple, de modération, elle est différente de la vertu de l'amitié. Mais Aristote pense que si on est des bons amis, on va pouvoir s'exhorter à devenir, par exemple, plus modéré, ou plus juste, ou plus courageux. Mais ça reste une relation aussi, l'amitié. C'est une relation excellente ou une excellente relation. C'est comme ça que je dirais. Est-ce qu'il y a des mauvaises amitiés qui seraient néfastes ou toxiques? Des fois, on entend dire ça. Là, moi, j'ai fait du ménage dans mes amis. Oui. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez... c'est intéressant comme question, parce que le langage de la relation toxique, qui peut avoir qui a sa place, je veux juste le dire, a sa place. Il y a des relations qui sont malsaines. Il y a des relations où est-ce que les gens utilisent l'autre personne. Et là, la dignité de la personne est vraiment bafouée. On ne peut pas dire que ce sont des relations saines. Par contre, dans une vraie amitié, si on veut vraiment cultiver des relations, des bonnes relations, des relations qui visent la vertu, il faut être capable d'être fidèle, par exemple, en amitié. Et ça veut dire que, alors, je disais, si la vertu, c'est une excellence, ça va venir avec des exigences. Je pense que l'exigence de fidélité est là. Si votre ami souffre, ben, vous avez une responsabilité à son égard de l'épauler, par exemple. C'est pas toujours agréable d'avoir des amis qui sont dans des situations difficiles. Être un bon ami avec quelqu'un dans une situation difficile, ça veut dire partager ces souffrances-là puis essayer de l'aider à traverser ces périodes de souffrance. Et là où est-ce que je pense que le langage de la relation toxique peut être problématique, c'est qu'on vient à considérer l'amitié, je pense, comme Aristote dirait, une simple amitié de plaisir. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a du déplaisir, lorsqu'il y a de la peine dans l'amitié, on veut s'en écarter, on veut s'écarter de cette relation-là parce qu'elle est plus agréable du tout. C'est là qu'on teste nos vrais amis. Exactement, c'est ça. Donc, un vrai ami, un bon ami, c'est un ami fidèle. Mais au nom d'une relation toxique, on peut facilement déclarer qu'une amitié qui vit une phase houleuse de par des souffrances, on sort la carte de la relation toxique pour s'écarter de cette amitié-là. Et c'est à ce moment-là, je pense que si on analyse correctement, on se rendrait compte que la personne qui se retire d'une amitié en disant que c'était devenue une relation toxique parce qu'elle ne voulait pas accompagner son ami dans ses souffrances, bien, est en train de révéler que finalement, elle se servait de cette personne-là pour avoir une vie agréable. Et du moment où est-ce que ce plaisir de l'amitié-là est disparu, bien, la relation se défait. À ce moment-là, c'est qui est toxique? Donc, c'est ça que j'aimerais poser comme question. Donc, je ne veux pas nier qu'il y a des relations toxiques puis des relations abusives. Il y en a toujours eu, il y en aura malheureusement, je crois, toujours. Mais ce langage de la toxicité me semble pouvoir être utilisé pour se défaire des relations qu'on trouve trop difficiles, trop exigeantes. Mais l'amitié, ça devrait être exigeant.
pas toujours plaisant. J'aimerais ça demander autour de la table si vous avez eu des expériences comme ça, soit des amis qui vous ont supporté dans des périodes difficiles ou à l'inverse, vous, des moments où vous avez été présent pour des amis, puis où c'était pas tout le temps le fun, tu sais, puis qu'est-ce que ça vous a apporté? Ben, je peux débuter. C'est sûr que la lecture... Je pense qu'avec votre histoire, vous Ben, devez je en pense avoir. que la lecture de mon livre va vraiment démontrer l'importance d'une amitié sincère et puis d'une amitié réelle. Puis, moi, la complémentarité dans l'amitié est importante. Hein? On s'entraide, fait qu'on s'apporte des choses différentes. Fait que moi, je crois beaucoup à l'amitié, puis je vais citer un célèbre personnage, Simon Lessard. Dans la dernière revue, mais ça m'a touché. C'est comment puis-je être heureux? C'est une question qu'on peut se poser, mais j'ai beaucoup aimé que tu dis on devrait plutôt se poser la question comment pouvons-nous être heureux? Puis je trouve que ça représente bien l'amitié. Aspect communautaire de la vie humaine. Moi, je peux dire aussi que je pense que moi, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Donc, les amis prennent une importance peut-être encore plus grande. Évidemment, j'ai des parents, j'ai des frères, là, mais il me semble que je sens ce besoin que mes amis ne soient pas juste des partenaires de jeu ou de divertissement, de loisirs, mais vraiment des gens avec qui j'ai une relation signifiante, de partage, pour moi, c'est très important. Oui, bien, j'irais dans le même sens en disant, par rapport aux nuances qui ont été, les distinctions qui ont été apportées, moi, l'amitié véritable, là, et je peux dire que je la vis. D'abord, c'est rarissime. Il faut comprendre que c'est rarissime. Alors, je vais me permettre de répondre à la question des statistiques pour les Grecs. Aristote écrit quelque part que ce type d'idéal de liens humains, ça se rencontre un couple par je ne sais pas combien de générations. Et la statistique est claire. On parle d'un idéal de liens humains qui est un idéal. Maintenant, un idéal qui peut se réaliser, mais du moins partiellement. Et le truc pour moi qui m'impressionne quand je pense à mes quelques relation d'amis véritable, c'est la gratuité. C'est aimer l'autre pour ce qu'il est et d'éprouver la même chose en retour. Alors là, vraiment, quand on éprouve ça, c'est quelque chose de formidable. La fidélité, bien sûr, mais la fidélité, ça s'éprouve au fait qu'on passe à travers l'épreuve. Et la plus grande des épreuves, c'est la vérité, être vrai. L'ennemi de l'amitié, c'est la flatterie. Et j'ai un souvenir d'un événement où, avec un ami, j'ai dit ce que je pensais être vrai, qui m'a poussé à faire un geste que, d'une certaine manière, je regrette aujourd'hui, mais mon amitié avec cette personne est encore plus forte qu'avant. Et ça fait partie des roches, des choses très stables qui me font éprouver ce genre de choses. Et puis, pourquoi c'est pas très populaire? Bien parce qu'effectivement, ce qu'on appelle la recherche de la vertu, c'est fondé sur ce que les anciens appelaient la noblesse d'esprit. Alors, c'est une relation qui se cultive à travers la raison, qui vient gérer l'affection. C'est pas un déni d'affection, mais c'est une manière de vivre les liens humains. Oui, ça existe. C'est très, très, très difficile à atteindre, mais c'est bien d'avoir la cible pour qu'on puisse chercher à l'atteindre. Antoine Pajot-Saint-Hilaire, là, avant qu'on termine cette chronique, je veux quand même te donner l'occasion de nous donner quelques remèdes pour l'amitié dans notre culture, notre société actuelle, parce que là, tout à l'heure, tu nous as dit l'égocentrisme, l'individualisme, différentes choses comme ça de notre époque font que c'est plus dur de se faire des amis. Donc, qu'est-ce qui serait le bon remède? Bien, je dirais le remède par excellence, ça serait littéralement de viser à infuser la charité dans notre amitié. Si on aime avec charité notre ami, en les Grecs différenciaient la charité de l'amitié, mais si on aime avec charité, rappelons-nous ce que saint Paul dit sur la charité dans l'hymne à l'amour, le fameux hymne à l'amour. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour aime le vrai. Hein, comme disait Louis-André. Donc, cultiver ces dons de la charité, ces qualités de l'amour charitable dans nos amitiés vont nous aider à combattre les tendances égoïstes de la société qui font en sorte qu'on a de la misère à être des bons amis, puis à être fidèles en amitié, puis à cultiver ces beaux liens humains-là. L'autre chose que je dirais, c'est une mise en garde. Il faut faire attention au virtuel. On n'a pas parlé beaucoup, mais je pense que les milléniaux se disent très gênés entre eux
On a de la difficulté à s'approcher les uns les autres. Hey, on a de la misère à se parler au téléphone. On a de la misère à se parler au téléphone. Il faut que ça passe par un texto, par un courriel, par les plateformes de réseaux sociaux. Toujours cette distance-là. Puis ça, mais ça nous aide pas parce que ça donne des habitudes, puis on n'est plus habitué à se parler en vrai. On est moins transparent. On est moins transparent. Tout est filtré. Toujours le filtre, toujours l'apparence. Donc, si on veut cultiver des vraies relations, faire attention. Je ne dis pas détruisez votre compte Facebook nécessairement. Peut-être que dans votre cas, c'est ce qu'il faut faire. Mais faire attention, une bonne mise en garde avec tout ce qui est réseaux sociaux, technologies, etc., qui font je pense, qui minent nos relations. Appelez-moi technophobe si vous le voulez, je le suis. Il faut absolument faire attention à ça. Puis la dernière chose, je dirais, par rapport à la charité, mais c'est de trouver des espaces pour cultiver cette charité-là. Si vous avez une expérience d'une communauté, d'une vie en commun qui est bonne, bien, embrassez-la puis cultivez-la. Si vous allez dans tel groupe, puis c'est là que vous vous sentez bien, c'est là que vous sentez que les relations sont riches, qu'elles sont saines, qu'elles sont vraies, bien, continuez à y aller. Cultivez cette expérience-là. Il ne faut pas négliger le rôle de l'habitude. Donc, le rôle de l'habitude, quand c'est négatif, il faut faire attention. Quand c'est positif, il faut cultiver. Donc, ce serait ça mes trois remèdes. Je sens qu'il va falloir aller poursuivre cette conversation amicale autour d'une bonne bière. Antoine Pajot-Saint-Hilaire, doctorant en philosophie, merci beaucoup. J'ai très hâte de te réinviter à l'émission. Ça fait plaisir, merci. Dans un monde en transition rapide, en perte de repères intellectuels et moraux, le philosophe Louis-André Richard lance le nouveau balado Repères, produit par l'équipe du Verbe Média. Chaque mois, il nous convie à une grande conversation avec un penseur francophone engagé dans la poursuite du bien commun. Il est avec nous aujourd'hui pour nous partager ses raisons d'espérer encore dans le dialogue, dans une société pourtant de moins en moins ouverte au débat et à la réflexion. Bonjour Louis-André. Bonjour Simon. Alors, on vit dans une drôle d'époque, d'une certaine manière, Louis-André, une époque qui doute de tout, qu'on dit relativiste, subjectiviste. Des fois, au contraire, une époque que je qualifierais de dogmatique, surtout quand on invoque la science dit que, ou en politique, hein, lui, c'est un démon, puis personne n'a le droit de voter pour lui, même si le bien et le mal n'existent pas. Là, tout d'un coup, il revient à la surface. Comment on fait là, pour s'y retrouver dans une époque comme ça? C'est pour ça que tu as appelé ton balado Repères, j'imagine. Oui, tout à fait. D'abord, j'irais dans le sens de ton introduction en disant que c'est une époque qui, de mille façons, manque de nuances. Et c'est une époque aussi, par rapport aux opinions tranchées, qui est beaucoup plus, tu parlais de dogmatique, je dirais, qui est beaucoup plus moralisante que les époques précédentes. On a à certaines occasions reproché au catholicisme d'imposer des morales rigides, mais moi, avec mon expérience, je me rends compte que les morales démocratiques actuelles sont extrêmement intransigeantes, très moralisantes. Alors, mon initiative de partager un balado à la recherche de repères, c'est dans le fond, pour répondre à la question précise que tu as posée, de susciter la conversation. La solution, peu importe les époques, moi je me targue de dire qu'il n'y a jamais de plus belle époque que celle à laquelle nous appartenons, bien la conversation de tout temps est le moyen par lequel on peut refaire les liens humains. Je suis professeur de philosophie, ça fait déjà 35 ans, et j'ai toujours la passion d'essayer de comprendre l'époque à laquelle j'appartiens, d'en prendre un peu de recul, et puis, dans la mesure du possible, de m'engager à converser avec mes étudiants d'abord, mais aussi avec la population en général. C'est une des raisons du balado. Voir si par cet exercice, je pourrais rejoindre des auditeurs, mais qui sont les gens qui fréquentent le Verbe, mais aussi peut-être encore plus large, pour que l'occasion de conversation que j'aurai avec des intellectuels, oui, mais des gens aussi d'un peu tous les domaines, à la recherche de quels peuvent être les ancrages qui sont toujours valables pour nous aider à nous orienter dans la vie sociale actuelle. Donc, tu n'as pas une ligne éditoriale, tu n'invites pas juste des gens qui pensent comme toi. Le but, c'est aussi de susciter une réflexion, un dialogue. Absolument, absolument. Je ne cherche pas à réunir les gens qui pensent comme moi. Cependant, que je ferai une nuance, j'aime la remarque d'Alexis de Tocqueville qui disait « Il faut lire les anciens
à une époque où la modernité s'installe, parce que lire les anciens, non pas que les anciens ont raison sur tout, mais quand on les lit à une époque comme la nôtre, ils nous aident à rétablir le ballon contraire au côté où le bateau penche. Donc, ceci pour dire que j'aimerais ça trouver l'occasion de recevoir des gens qu'on a moins l'occasion d'entendre parce qu'ils sont moins présents sur la place publique. Parce que les gens n'ont pas l'oreille, ou du moins, certains concepteurs de médias n'ont pas l'oreille. Et moi, je veux donner la chance à tout le monde. Ceci dit, je suis prof de philo. Moi, je cherche à comprendre le monde tel qu'il est. C'est vraiment une motivation sincère. Alors, je déteste les étiquettes de gauche, de droite. Moi, j'essaie vraiment de comprendre. J'invite des gens de tout acabit. Ma seule préoccupation, c'est de recevoir des gens bien disposés. Oui, bienveillants dans la recherche commune de la vérité. La philosophie, c'est pas l'occasion de faire une espèce de militantisme partisan. Ça, j'ai horreur de ça. Alors, j'essaie d'éviter ce genre d'invité. Tu as publié un texte sur leverbe.com à l'occasion du lancement du balado Repères et tu parles dans ce texte-là de l'effacement des limites. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'on serait dans une époque qui tend à effacer les limites? Alors, c'est une des problématiques actuelles les plus fascinantes qui soit. C'est-à-dire que, et là, je vais me référer à un prochain invité du balado, Jean-François Bronstein, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle « La philosophie devenue folle, le genre, l'animal et la mort ». Et il est devenu un ami, alors que on n'est pas nécessairement des intellectuels qui penchent du même bord, mais il est devenu un ami très cher parce qu'on s'est aperçu qu'on cherchait tous les deux la vérité en commun. Et cette question des limites, je lui ai dit, tu sais, tu as écrit le livre que j'aurais aimé écrire parce que tu as eu ce génie, dans un seul livre, de montrer les 3 lieux où la relation à l'interdit ou à la limite raisonnable pour comprendre ce que nous sommes, les 3 lieux, dis-je, qui sont les plus attaqués à notre époque, la relation qu'on a avec le genre, l'effacement du genre masculin-féminin, la relation qu'on a avec les animaux, c'est-à-dire effacer la prérogative de l'espèce humaine à l'égard de toutes les autres espèces, ce qu'on appelle le spécisme, de vouloir tout effacer, antispécisme, pardon, de vouloir tout effacer, puis les limites qui touchent la mort, c'est-à-dire l'ouverture toujours de plus en plus grande à l'égard de l'euthanasie. En 2015, quand la loi sur l'aide médicale à mourir est passée au Québec, il y a eu 6 cas, puis on est rendu à près de 4000, alors qu'au point de départ, on disait c'est pour s'occuper seulement des exceptions. Donc, qu'est-ce que c'est l'effacement des limites? Bien, c'est l'effacement des repères à l'égard, ne serait-ce que ces 3 thèmes centraux. Et puis, pour le philosophe, ça pose une vraie question. Est-ce que ce dépassement est appelé à s'étendre ad infinitum? Ou si on peut retrouver des raisons de mettre des balises, des repères? Donc, moi, c'est une vraie préoccupation, au moins pour ces 3 thèmes-là, c'est sûr. Tu parles aussi dans ce texte, j'ai trouvé ça fascinant, ça rejoint un peu ces 3 limites-là, de grands invariants anthropologiques, des expériences que les hommes de toute époque, toute culture ont toujours expérimenté en tant qu'être humain. Quels sont ces 3 grands invariants? Oui, alors merci de revenir là-dessus parce que c'est un point très fort dans ma démarche de prof de philo. Je pense que le jour où j'ai découvert la pensée de Jean-Baptiste Vico, qui est à l'origine de ça a complètement chamboulé mon approche de l'enseignement. J'enseigne principalement au cégep avec des jeunes de 17 ans. Évidemment, le défi, c'est le défi de la pertinence. Ils nous regardent en disant « Ouais, la philo, c'est du ça sert à quoi? Ça sert à rien. » Moi, je leur dis, puis je l'ai dit, la philo ne sert strictement à rien, mais elle change tout. Et c'est ça le secret. Et mes étudiants me regardent toujours en disant « Oui, mais là, monsieur philo, il y a d'autres choses à faire dans la vie. Il y a le monde des affaires, c'est concret. » Puis bon. Alors, dans mon souci de rendre accessible la réflexion philosophique, un jour, je suis tombé sur Jean-Baptiste Vico qui posait cette observation en disant « Si on monte jusqu'à l'origine des premières formes de vie en communauté, les communautés politiques, les tribus et tout, là, quand on monte à l'origine de l'origine, là, ce que font les paléontologues, qu'est-ce qu'on trouve sur les sites? Alors, on trouve de la pierre, des ossements et du pollen, parce que le pollen des fleurs, ça passe à travers les âges. Puis on trouve des arrangements de ça qui nous permettent de discerner très clairement que la relation à l'amour à travers le mariage, à travers les cérémonies d'union du couple, ça serait le pollen, c'est ça? C'est le pollen, exactement. Le pollen, mais aussi pour les célébrations funéraires, pollen aussi, mais la disposition des pierres et tout, c'est pas pareil. Puis on dit, bien, s'il y a célébration ou cérémonie,
c'est une façon d'exprimer le rapport au divin. Finalement, je dis à mes étudiants, écoutez, là, il y a 3 idées qui structurent l'aventure humaine depuis les tout débuts et probablement jusqu'à la toute fin. C'est la relation qu'on entretient dans les liens humains, l'amour, mais on peut le prendre plus large, tous les liens humains, dont l'amitié, par exemple, la relation qu'on entretient envers les morts, les rites funéraires, on en fait encore, puis ces 2 choses combinées mettent en évidence l'effet que dès qu'il y a la présence de l'être humain, il y a le besoin de se situer par rapport à quelque chose de plus grand que nous, ce qu'on appelle le divin de manière générale. Et puis là, à partir de là, je me dis, on est en 2023, faisons l'exercice. Entre ce qui se passait dans les premières tribus puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve que dans l'activité politique québécoise, ces 3 thèmes résurgissent constamment. La loi sur la fin de vie, c'est notre manière actuelle de théoriser sur le rapport à la mort. La question de la loi 21 sur la laïcité, ça remet en cause le rapport au divin. Et puis, toute cette question des identités sexuelles multiples et nouvelles qui repoussent les frontières de la théorie des genres, là, c'est notre relation aux liens humains. Ou le mariage gay aussi. Ou le mariage gay, mais déjà, le mariage gay, c'est déjà passé dans les choses qui sont instituées. Je suis dépassé dans mes enjeux Oui, politiques. mais c'est tout à fait vrai. Mais j'y ajoute ce genre de choses parce que je dis, ça ne sera jamais dépassé. Ça va toujours revenir d'une manière ou d'une autre. Voilà qui enracine le propos de la philosophie dans un ancrage très concret, je trouve. C'est aussi vers la fin de ton texte, Paul Auster qui dit « La démocratie ne va pas de soi, il faut se battre pour elle chaque jour, sinon nous risquons de la perdre. » Qu'est-ce que ça veut dire, se battre pour la démocratie? J'imagine que tu ne pensais pas d'abord à une guerre physique. Non, malgré ça pourrait aller jusque-là, peut-être. Non, mais... pas du tout. Écoutez, la bataille, elle est fondée sur le fait que, je ne sais pas, je trouve parfois que mes concitoyens prennent pour acquis le régime démocratique dans lequel on évolue. Mais ce n'est pas de la magie, c'est une institution humaine. Évidemment, quand on enseigne la philo au cégep, et je l'ai dit à mes étudiants, ça fait partie de la transmission du fonds culturel, de vous montrer à quel point cette chose qu'on appelle la vie démocratique, elle a ses racines dans l'Athènes du 5e siècle. Elle a été influencée par le christianisme, influencée par le siècle des Lumières, puis on arrive à notre époque, et puis on va voter quand on a 18 ans. Mais j'ai dit, se battre pour ça, se battre pour l'institution, c'est être capable de la critiquer, parce que les choses sont éminemment critiquables, mais c'est être capable aussi de la justifier. Moi, ce qui me fait trembler, c'est quand je vois qu'on accueille de nouveaux concitoyens qui viennent du Maghreb, par exemple, et qui fuient une certaine réalité politique pour venir en découvrir une autre qui est la nôtre, et on n'est pas capable de leur expliquer d'où vient le système dans lequel ils débarquent. Et ça, je me dis, mais c'est dangereux de perdre cette démocratie qu'on vit comme si c'était acquis. Se battre pour elle, c'est raviver la mémoire de ses origines, critiquer la manière dont ça se déroule, aller voter quand c'est le temps d'aller voter, mais de le faire de manière responsable. Alors, je pense que si chaque citoyen, à la mesure et dans la proportion de son rôle citoyen, ne fait pas ça, on n'est jamais à l'abri de la tyrannie. Soit c'est un tyran qui vient de l'extérieur, soit, à bien des égards, nous sommes nos propres tyrans. Et c'est pour ça qu'Aristote disait que la démocratie, c'est le moins bon régime. C'est pas le meilleur, c'est le moins bon. Pourquoi c'est le moins bon? Parce que c'est le moins dangereux quand ça dérape. Une monarchie qui dérape, c'est une tyrannie. Ça fait mal d'aplomb. Mais idéalement, si on avait vraiment un roi bon, noble et bienveillant pour sa population, ça serait top. Mais on est mieux de ne pas prendre de chance. Au ciel, c'est le Christ roi, fait que c'est une monarchie. Voilà, ça, c'est la cité de Dieu. C'est un autre régime. En terminant, là, je t'écoute parler, puis t'es plein d'enthousiasme, t'es optimiste. Alors, on dirait que même si tu vois les écueils, les dangers peut-être de la société actuelle, ton approche semble pas être du pessimisme ou un nostalgiste de dire ça c'était mieux avant, revenons à comme avant, ou tout va mal aujourd'hui, puis être réactionnaire. Non. Bien, comme je le disais tantôt, il n'y a pas de plus belle époque que celle à laquelle on appartient. On a toujours 2 attitudes possibles devant ça. On est chialeux ou on est cynique. Le chialeux, c'est quelqu'un qui ne peut pas apprécier le bénéfice d'être dans le monde qui est le sien. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est bon. Et pire encore, le cynique. Le cynique, c'est quelqu'un qui voit la réalité telle qu'elle est, qui n'est pas rose, et qui en rit, en se décourage et s'en écarte. Moi, je pense que
en tout cas, ce qui est la motivation de mon enthousiasme, c'est, je répète encore, le désir de comprendre. C'est pas si simple. Et puis, l'idée que, contre toute attente, quand on s'implique, on s'engage, il ne peut en sortir que du bon. Et je crois à ça, puis toujours dans la mesure où on ne se donne pas de trop grandes ambitions. La conversation philosophique à laquelle je faisais référence tantôt, c'est d'abord avec ma femme, mes enfants, mon entourage. J'aspire pas à être premier ministre du Québec, là. Alors, quelqu'un qui le devient, il y a un autre rôle à jouer. Mais je pense que chacun a sa place avec ses talents, ses moyens, son rôle à faire. Alors, moi, je suis un intellectuel, je mène mon combat intellectuellement, j'y crois vraiment, donc je m'investis de la sorte. Je dis toujours à mes étudiants, puis je le dis à tous ceux qui veulent bien l'entendre, le job d'un prof de philo, c'est d'amener les gens à perdre leurs illusions, mais sans jamais perdre leurs aspirations. L'enthousiasme vient avec l'aspiration. Les illusions, on peut bien s'en débarrasser, c'est pas facile, mais il y a intérêt à le faire. En tout cas, tu as bien communiqué ton enthousiasme aujourd'hui à l'émission. On peut écouter déjà le premier épisode de Repères. Entre autres, c'est une discussion avec Mathieu Bock-Côté. Et puis le deuxième épisode sort au mois de mai. Ce sera avec qui? Avec le professeur Pierre Manant, grand professeur de philosophie politique, que j'ai l'honneur de connaître depuis déjà quelques années. Il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Pascal et la proposition chrétienne ». De mon point de vue, c'est un livre magistral. Il faudrait que tout le monde lise ça, chrétien et non chrétien. Pierre Manant avait peur que son livre soit mal reçu parce qu'il prend vraiment position pour le catholicisme même. Et au contraire, il était bien reçu dans tous les milieux. Quand je lui demandais à quoi tu attribues cette bonne réception, il dit, dans le fond, c'est parce que j'ai touché à des thèmes de manière telle que je rejoins l'esprit de tout le monde. Et voilà, quand on cherche le vrai puis qu'on le cherche pour vrai, normalement, ça rallie les gens plutôt que de les éloigner. Louis-André Richard, auteur, professeur et philosophe, on peut écouter ton nouveau balado Repères sur YouTube et toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir a été pour moi, vraiment. Vous aimeriez réécouter ou partager une chronique dont n'est pas du monde? Abonnez-vous dès maintenant aux pages YouTube et Facebook du Verbe Média pour retrouver toutes nos émissions et ne pas manquer celle à venir. On termine en beauté cette émission avec notre tour de table culturel. Antoine Pajot-Saint-Hilaire, je commence avec toi. Oui, une petite recommandation d'un tout récent ouvrage paru chez Mediapol, publié par mon éminent collègue ici, Louis-André Richard. Je parlais d'amitié. Le titre de l'ouvrage, c'est « Amis des hommes, point d'interrogation, rumination sur l'éthique animale ». Donc, une série de réflexions philosophiques et littéraires sur notre rapport de l'humain aux autres animaux. Qui vient tout juste de sortir. Frais de l'imprimante. Frais. J'imagine, Louis-André, que tu réponds à la fameuse question, est-ce que le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme? Eh bien, tout à fait. Et une des sources de la réponse, c'est Platon. Ah oui? Tu parles de ça? Oui, tout à fait. OK. Alors, j'en dis pas plus, là, mais je vous invite à lire le livre. C'est fascinant. Amis des hommes. Voilà. Sinon, Jean Champagne, une recommandation aussi de lecture? Le dernier livre que j'ai lu, c'est Sagesse d'un pauvre. Je l'ai aussi vécu en pièce de théâtre localement, ici à Beauceville. J'ai été touché énormément par la grande détresse et la résurrection de Saint François. Ce qui m'a touché le plus, la phrase, c'est qu'un jour, Dieu lui a dit « Je t'ai choisi petit pour être sûr que ce que tu réaliserais, personne ne croirait que ça vient de toi. » Ça me touche beaucoup. C'est un de mes livres préférés, un classique de spiritualité, Sagesse d'un pauvre. Je pense qu'on peut le lire. Éloi Leclerc. On peut le lire une fois par année toute notre vie. Oui, on redécouvre toujours quelque chose. C'est très profond. Merci beaucoup, Jean Champagne. Ariane Blais-Lacombe? Oui, bien, j'aimerais souligner que cette semaine aussi, le 5 mai, c'est la Journée internationale des sages-femmes. Et s'il y en a qui veulent célébrer d'une quelconque manière, il y a un très bon documentaire. Un gros party de sages-femmes à Montréal et Québec, c'est ça, non? Vous pouvez appeler votre sage-femme, lui dire que vous l'aimez. Mais ce printemps, Tout.tv a réalisé un documentaire sur les sages-femmes. Ça s'appelle « Le sage et rebelle ». C'est sur la pratique sage-femme au Québec. Puis il y a des entrevues, il y a toutes sortes de choses. Puis c'est vraiment une belle pratique, un beau milieu à découvrir. Surtout si c'est quelque chose d'un peu ésotérique pour vous, que vous ne connaissez pas, vous êtes sceptique, allez à la découverte des sages-femmes là, en l'honneur de leur journée. Merci.
Et toi, Simon? Oui, j'ai une recommandation cette semaine. J'ai écouté un documentaire sur la plateforme Disney+. C'est avec le pape François. Donc, c'est un documentaire espagnol, en langue espagnole. Ça s'appelle Amen Francisco Responde. Donc, Amen, le pape répond. Évidemment, on peut avoir les sous-titres français. C'est super intéressant. Ça dure 1h30. Ils ont fait venir des jeunes de plein de pays qui parlent espagnol. Pendant 1h30, bon, d'après moi, ça a duré 3 heures, puis on fait un peu de montage. Là. Ils discutent avec le pape, mais c'est pas des jeunes croyants pour la majorité. T'as des jeunes homosexuels, lesbiennes, trans, t'as des musulmans, t'as des jeunes qui ont été victimes d'abus par des membres de l'Église, t'as une ex-religieuse, t'as plein de monde qui serait a priori très hostile au pape et qui entre dans une conversation très franche avec des questions vraiment difficiles. Et ce que j'ai aimé, c'est toute l'attitude pastorale du pape. Donc, il n'entre pas nécessairement dans une catéchèse dogmatique où il essayerait de les recadrer puis de leur cracher, disons, la vérité. Mais en même temps, il ne dilue pas non plus le message chrétien, mais il est vraiment dans l'écoute. Et puis, il a vraiment une parole, je trouve, pastorale pour chacun. Puis souvent, il laisse les jeunes parler entre eux parce qu'ils souvent ne sont même pas d'accord entre eux aussi. Et ça crée vraiment... en tout cas, moi, il n'y a rien de condescendant. Là. Vraiment, on est dans une vraie leçon de pastorale du pape François. Puis c'est sur Disney+. C'est sur Disney+, en plus. Puis il y a une jeune fille, il y en a au moins une ou deux là-dedans, qui est une catholique vraiment engagée. Elle est d'une intelligence incroyable. Puis souvent, c'est elle qui répond à la place du pape aux autres. Donc, chapeau à cette jeune fille, et chapeau au pape, et chapeau à Disney+, d'avoir eu le courage de produire ce documentaire. Ben merci beaucoup, Simon. Bon, j'ai fait une bonne suggestion? Oui. OK, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter cette émission en format balado ou vidéo en tout temps sur Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie Ariane Blais-Lacombe à la co-animation, Marc-Antoine Baudette à la technique. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.